Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Aujourd'hui, nous nous posons la question si nous pouvons aller vers le revenu universel. D'abord, rendons hommage à Benoît Hamon. C'est vrai qu'il est quand même allé un petit peu au casse-pipe en 2017 avec son revenu universel. Ça partait d'un bon sentiment, après tout, ça lui a permis de faire du buzz. Et puis, moi, ce que j'aime bien chez Benoît Hamon, c'est que je pense que son humanisme, moi, me semble sincère. Oui, je sais, tu préfères ces tablettes de chocolat quand il joue au football. Bon, mais un bon fan club ne suffit pas à être élu président de la République. Alors, nous en avons déjà parlé. Le revenu universel, pour moi, je pense qu'il est en avance sur notre temps. Et je pense aussi que les conditions de sa mise en place ne sont pas réunies. Alors pourquoi? On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ce problème de la lutte entre les États, les GAFA & Co. Et donc, qui va pouvoir tirer profit de ces fameux robots en matière de revenus. Mais aussi, l'état actuel de notre finance publique, notre endettement dans les différents États européens, me paraît quand même assez incompatible. D'abord, avant que vous me repreniez, il faut dire que le revenu universel existe déjà. Il est essentiellement possible aujourd'hui dans des États avec des grandes richesses naturelles. On peut prendre deux exemples. Les États du Golfe, par exemple, les États pétroliers, la plupart ont instauré une rente pour les résidents nationaux à vie. Effectivement, les gens arrivent à être rémunérés sans travailler. On pourrait le faire dans un pays comme la Norvège, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça pourrait l'être, puisque la Norvège est découvert d'immenses gisements de pétrole et de gaz. Entre parenthèses, d'ailleurs, la Finlande, qui n'a pas de pétrole et de gaz, a essayé, ils ont eu des problèmes quand même. Et donc ils ont arrêté, et alors d'autres pays pourraient évidemment également instaurer un revenu universel. On peut penser à la Russie qui a beaucoup de gaz, à l'Algérie. Bon, pour l'instant, ces pays-là, ils se disent plutôt, nous, le revenu universel, on va déjà commencer avec les riches, et si ça marche, on verra pour les pauvres. Alors bon, le revenu universel, ça peut être une très bonne idée, mais pour moi, il y a deux conditions essentielles. La première, il faut qu'il y ait une forte richesse qui soit produite, et sans qu'il y ait de gros efforts à fournir en matière de main-d'œuvre. Alors c'est le cas effectivement des énergies, ça pourrait être demain le cas des robots, bien sûr. Mais la deuxième condition, c'est qu'il faut que l'État ait le pouvoir de redistribuer cette richesse. Et donc il faut qu'elle lui appartienne. Et ce n'est pas forcément le cas pour les robots. Alors pourtant, ça serait séduisant, ce principe du revenu universel. Et puis il faut chasser des idées reçues. C'est pas nouveau. Et ce n'est pas une aliénation de l'individu que d'être rentier. Pas d'effort, pas de chocolat, des fois quand même quoi. C'est faux parce que de toute façon déjà pendant des siècles, notre aristocratie française, elle en a bien vécu du revenu universel. Et puis c'est faux également, puisque je vous rappelle justement que parmi les plus vieux métiers du monde, eh bien il y a celui de rentier. Regardons la vision du revenu universel selon Benoît Hamon. Premièrement, le progrès va nous apporter l'intelligence artificielle et la robotique. C'est vrai. Deuxièmement, l'intelligence artificielle et la robotique vont nous amener une suppression massive des emplois. C'est vrai. Troisièmement, les emplois technologiques qui vont être créés ne suffiront pas à compenser ceux qui vont être supprimés. C'est vrai. Et donc, quatrièmement, on va taxer les robots pour le revenu universel. C'est du touche-pipi. Parce que ça sous-entend comme hypothèse. D'abord que les États ont repris le pouvoir sur les GAFA. Ensuite que tous les États sont d'accord pour le revenu universel. Ensuite que tout le monde est raisonnable. Et ensuite que le sexe des anges est bleu turquoise et clignote en faisant tu. Non, Benoît. Quand tu parles du revenu universel, tu es un visionnaire et un humanisme, c'est parfait. Mais c'est totalement irresponsable de vouloir le mettre en place entre le 7 mai 2017 et le 6 mai 2022. Je vais vous dire, moi je ne crois pas au revenu universel, mais j'y adhère, je suis bon public. Mais moi je propose d'abord de passer par le revenu universel de sécurité. Alors le RUS, le RSU, vous l'appelez comme vous voulez. Et moi en politique, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un petit peu au milieu du centre. Alors parfois il m'arrive de m'éloigner un peu de mes idées reçues de gauche. Et la première idée de gauche que je fustige, c'est celle de l'assistanat. Je ne supporte pas l'assistanat. Je suis désolé, j'en suis pas fier.
Mais c'est comme ça. Et je suis admiratif de celles et ceux qui aident leurs prochains, qui pratiquent la charité publique. Moi, j'ai un côté laïque qui fait que je privilégie la redistribution, on va dire laïque, à la charité publique. Et pourtant, je sais bien qu'il y a besoin d'assistance parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément bien gérés par l'État. Mais pour autant, j'estime que l'assistanat a aussi de gros défauts. Elle peut créer de la dépendance, alors à l'alcool, au tabac, à la drogue, mais aussi au chômage, à la pauvreté. Comme disent les Chinois en Afrique en parlant des Français, vous les Français, vous amenez du poisson aux Africains, nous, on leur apprend à pêcher. Et moi, je suis un inconditionnel de l'accompagnement, et pour moi, ça fait une grande différence avec l'assistanat. Et donc, moi, je ne suis pas pour donner du poisson, je suis pour apprendre à pêcher à tout le monde. Et donc, voici mon programme. Alors je sais, je ne vais pas encore me faire que des amis, mais je vous rappelle que vous êtes dans mon univers. Alors je supprime le RSA. Je fais travailler tout le monde. Vous le savez déjà, on en a parlé dans la vidéo sur le chômage. Je supprime les allocations logement. Tout le monde paye des impôts. Bon, il reste les allocations familiales, j'ai pas encore réfléchi, c'est un autre sujet. Alors évidemment, je ne fais pas ça n'importe comment, je fais ça avec ma politique des curseurs, comme je l'explique dans mon bouquin ou dans mon nouveau juste programme. Ça se passe évidemment en douceur, mais le principe c'est que pour moi, aider les gens toute leur vie, ça n'a aucun sens. Sauf si ce n'est à réparer les erreurs, les errements, les appelle comme on veut, du système capitaliste actuel. Si aujourd'hui on donne des allocations logement ou si on donne du RSA, c'est bien parce que le système n'est pas en mesure de leur donner du travail ou de leur donner des salaires décents et suffisants, notamment ce fameux seuil de richesse minimum. Et donc, je pense que l'accompagnement est un vrai acte d'amour, par contre. Parce que là, il s'agit d'accompagner les gens à des moments précis dans leur vie. Et notamment lorsqu'ils rentrent dans la vie adulte, ça c'est le vrai problème des jeunes aujourd'hui, ou quand ils ont des gros problèmes. Parce que tout le monde est confronté à un moment donné à des problèmes dans sa vie. Alors, juste une précision, quand je dis que je supprime tout ça, le RSA, les allocations, je parle bien évidemment, et que je fais travailler tout le monde, pour les gens qui sont en bonne santé et en capacité et en âge de travailler. Soyons clairs, ne nous méprenons pas sur le sujet. Le revenu universel de sécurité, comment ça marche? C'est simple, c'est un petit peu comme le revenu universel tout court, c'est-à-dire que c'est un budget acquis à la naissance, et puis que tu pourrais par exemple utiliser 3 fois dans ta vie. Alors quand tu es étudiant, avant de rentrer sur le marché du travail, en cas de maladie importante, de licenciement, de divorce, de coup dur. Alors, à combien pourrait se monter ce budget? Eh bien, dans l'hypothèse du budget actuel, du RSA et des allocations logement par exemple, c'est quand même environ 30 000 € par personne qui pourraient être mobilisés si besoin. Alors là, quand je dis mobiliser, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de te payer 10% de ton loyer. Non, 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 là, on y va à lourd. C'est-à-dire, on te fournit un logement, on te fournit un coach personnalisé pour retrouver de l'emploi, une formation si besoin, s'il faut une cure de désintox, on fait une cure. Bref, on fait en sorte que, suite à un coup dur, un individu puisse tout simplement se réinsérer socialement et retrouver une vie normale avec une autonomie et un emploi. Alors ça, on pourrait le faire une fois, on pourrait le faire 2 fois, on pourrait le faire 3 fois dans la vie en fonction des besoins. Alors après, il faut mettre une limite, ça serait à définir, parce qu'on a tous le droit d'avoir nos bas. Il n'y a pas que les hauts dans la vie. Alors évidemment, au-delà d'un certain nombre de fois, là, il faudrait dire stop. Alors évidemment, je ne parle toujours pas des cas de maladie, d'invalidité permanente, etc. Mais il faudrait dire stop. Ceux qui peuvent pas ou qui veulent pas rentrer dans le système, à un moment donné, il reste la charité, les associations religieuses ou laïques, il en faut, mais ce n'est plus le rôle de l'État. Alors je sais, vous allez me dire, ça c'est une vision brutale, c'est pas très humaniste, peut-être, mais ça me paraît être extrêmement pragmatique, réaliste, je suis assez sans tabou sur le sujet, et je pense que, pour moi, c'est une solution. Bref, je pars du principe que je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Tiens, d'ailleurs, je vais vous laisser chercher sur compte et sur Google. Ça vous occupera pour la soirée. Aide-toi, le ciel t'aidera. Qui a dit ça? Alors, en attendant, moi je vous dis, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ce soir. Tchin!